Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Cyril Benassar, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J. On est heureux de vous accueillir. Vous êtes ébéniste de profession, mais enfin vous êtes aussi journaliste et rédacteur à Causeur, un magazine entre guillemets mal pensant, on va y revenir. Ouais. Et vous signez un livre très intéressant qui est préfacé d'ailleurs par Elisabeth Lévy, la directrice de Causeur, L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. Alors, on ne vous demande pas si vous avez une sœur. En revanche, vous avez une sœur d'armes que vous critiquez beaucoup, qui est la figure très emblématique aujourd'hui d'un certain antiracisme, qui est Rokhaya Diallo, avec laquelle vous avez eu d'ailleurs l'occasion de débattre sur des plateaux de télévision. Mais alors, on va rentrer dans le vif du sujet, du livre, qui présente des aspects très intéressants, peut-être aussi des aspects plus discutables, mais Radio J, c'est une radio de débat et de confrontation, hein, comme peuvent l'être certains magazines, voilà, absolument. Et donc, c'est vrai qu'on a voulu vous inviter aussi pour parler de tout cela. Alors, commençons simplement par une réflexion qu'avait faite il y a quelques années notre ami commun Alain Finkielkraut. Il s'était demandé si l'antiracisme, tel qu'il est devenu, n'était pas en train de devenir, disait-il, le communisme du XXIe siècle. Est-ce que vous reprendriez à votre compte, Cyril Benassar, cette formule, cette interrogation, disons, de Finkielkraut? Oui, je crois que c'est une formule très parlante. En réalité, on se rend compte que c'est ce que c'est en train de devenir. C'est-à-dire, non seulement le communisme, mais le bolchevisme du XXIe siècle. Pourquoi bolchevisme carrément? Bolchevisme, parce que les pratiques qui sont en train d'apparaître sont des pratiques bolcheviques. On le voit à l'université, on le voit avec la cancel culture, c'est-à-dire qu'on a défini les normes, les codes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, et tout ce qui ne l'est pas est censuré, évacué. Alors, je vais me faire l'avocat des diables que vous critiquez, c'est-à-dire les nouveaux antiracistes. Il y a dans la société française, plus que dans d'autres sociétés, on va dire occidentales, il y a des blocages, et donc il y a des relégations sociales et territoriales, et qui concernent beaucoup les gens issus de l'immigration nord-africaine et d'Afrique subsaharienne. Pourquoi toute aspiration à la reconnaissance culturelle dans le cadre de la République devrait être a priori rejetée comme une forme de séparatisme? Ça dépend quelle forme de revendication culturelle. Il ne s'agit pas d'entretenir des liens avec ses origines, avec la communauté de ses origines, avec la religion de ses parents. Ça, on a quand même le droit. On a tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime. Voilà, et revendiquer une fierté musulmane qui s'accompagne d'un certain nombre de rites et de traditions, ce n'est pas faire sécession d'avec la République. Non, mais moi je dirais pas revendiquer, je dirais vivre une fierté musulmane dans la discrétion, ou peut-être même pas dans la discrétion, mais je veux dire... sans aller jusqu'à revendiquer, sans aller jusqu'à balancer son identité à la face du monde, au visage des autres. C'est-à-dire que le port d'un voile ou d'une burqa en plus, c'est vraiment jeter son identité à la face du monde. Et c'est une identité qui est hostile, qui a une image hostile, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'est très intéressant parce que vous étiez journaliste avant de rencontrer l'équipe de Causeur, de Guil Mikhaëli, d'Elisabeth Lévy. Vous étiez journaliste à Radio Libertaire dans le temps, il y a une trentaine d'années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans, 35 ans? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a muté dans l'ADN de l'antiracisme français, d'après vous? Parce que c'était l'époque de la LICRA, c'était l'époque d'SOS Racisme, qui était quand même très universaliste, c'était l'époque de la Marche des Beurs, qui était universaliste aussi. Donc, tout ça a-t-il mal tourné? J'ai l'impression que ça a mal tourné, oui. C'est-à-dire que à l'époque où moi j'étais, journaliste, je dirais pas journaliste, j'étais touriste sur Radio Libertaire et je participais à quelques émissions, mais bon, on voit un peu dans quelle mouvance j'étais et quel rapport j'avais avec le racisme et l'antiracisme. Il ne s'agit pas dans ma démarche, dans mon livre, de réhabiliter le racisme, évidemment, mais de condamner une nouvelle forme d'antiracisme. Et ce qui a changé, c'est que quand on prend l'exemple de la Marche des Beurs, c'était une aspiration à être vue comme des Français comme les autres, à ne pas être écartés de la nation en raison de leur appartenance religieuse ou raciale. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Quand on voit les réunions non mixtes qui sont organisées à l'UNEF et ailleurs, on est dans un dispositif tout à fait inversé. C'est un retournement complet, c'est-à-dire qu'on nous ramène le racisme sous prétexte d'antiracisme. Alors, il ne s'agit pas, c'est vrai, vous avez raison, et d'ailleurs Elisabeth Lévy le souligne dans la préface, il ne s'agit pas de réhabiliter le racisme à l'ancienne, il ne s'agit pas de réhabiliter le beauf de Cabu.
en aucun cas, il ne s'agit pas de réhabiliter une forme de soupçon systématique à l'égard de ce qu'on appelait les personnes de couleur. En aucun cas, bien sûr, Cyril Benassar. Néanmoins, quand vous relativisez considérablement des phénomènes comme l'écartement de CV de personnes issues des banlieues ou les fameux contrôles aux faciès que même le président de la République, qui n'est quand même pas un foudre de guerre de l'intersectionnalisme, reconnaît comme un problème aujourd'hui de la puissance publique, est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de sous-estimation apologétique des formes de xénophobie ou de discrimination dans la société française? Non, je ne crois pas du tout. Pourquoi? Pour en revenir, déjà, le président, effectivement, c'est peut-être pas un foudre de guerre, mais c'est un obsédé du en même temps. C'est-à-dire que quand il donne quelque chose aux uns, il va donner quelque chose aux autres. Le président, Le président, il est aujourd'hui, on peut penser tout ce qu'on veut de Macron, il est aujourd'hui dans une ligne sur ces questions-là, régaliennes, qui est entre Manuel Valls et Gérald Darmanin. Donc on n'est pas au cœur de l'idéologie Rokhaya Diallo, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, enfin, j'ai l'impression qu'il franchit cette ligne quand il parle de violence policière. Et même avec cette histoire de contrôle aux faciès, ce contrôle aux faciès, c'est une vieille lune qu'on nous répète depuis des années et des années, selon laquelle les jeunes hommes noirs et arabes seraient plus contrôlés que les autres. Mais c'est pas un peu facile 20 fois plus c'est que pas un les peu autres. facile de dire comme vous, Cyril Benassar, c'est pas un peu facile de dire comme vous, c'est juste parce qu'ils ont des looks entre guillemets loubards avec les suites à capuche et les grosses chaînes qui sont contrôlées? Eh bien, je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde voit et c'est ce que tout le monde me dit autour de moi. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'ils sont jeunes et noirs et arabes qu'ils sont contrôlés aux faciès, ou plutôt que c'est du racisme. C'est-à-dire que l'antiracisme aujourd'hui réduit cette question à une équation. On a l'impression qu'il suffit de se rendre compte que noir et arabe plus contrôle aux faciès égale racisme. C'est pas aussi simple que ça. Parce que un couple de jeunes noirs homosexuels qui se baladent à Paris dans des tenues, disons, précieuses, ne se font pas contrôler. Des jeunes arabes qui se tiennent bien dans l'espace public ne sont pas contrôlés non plus. Les contrôles aux faciès, effectivement, ça vise une catégorie de population. C'est basé sur une attitude, un comportement, une tenue, une façon d'être, et puis une apparence qui ressemble étrangement à tous ceux qui causent des nuisances par ailleurs, à tous ceux qui remplissent les prisons. Et c'est pas la couleur de leur peau. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre, là, je m'en bats les couilles attitude. Vous voyez, les jeunes qui se baladent en bande, qui parlent fort, qui se fichent du monde extérieur, des nuisances qu'ils peuvent causer, eh ben oui, ils attirent l'attention à la fois de la police, mais de tous les professionnels de la sécurité, des vigiles dans les supermarchés, des gens dans les transports en commun, c'est pareil. Et c'est pas du racisme, c'est d'autant moins du racisme que la plupart des vigiles qui les contrôlent, qui les surveillent, qui les visent, sont aussi noirs et arabes. Alors, votre livre, évidemment, il est très, très, très stimulant. Je pense qu'il va passionner d'ailleurs beaucoup de nos auditeurs. C'est évidemment aussi pour ça qu'on vous a invité. Je le souhaite. C'est une critique, évidemment, de l'idéologie développée par un certain nombre d'antiracistes intersectionnalistes que vous opposez aux antiracistes universalistes. On n'a pas l'impression, néanmoins, et bien sûr, comme tout le monde, on peut s'inquiéter, nos auditeurs peuvent s'inquiéter du discours de Rokhaya Diallo, mais nous n'avons pas l'impression tout de même, si on est objectif, que cet antiracisme universaliste, incarné par exemple par la LICRA, a complètement baissé pavillon. D'ailleurs, on en veut pour preuve l'accord que la LICRA passe en ce moment avec la mosquée de Paris pour lutter contre le racisme anti-musulman. Vous n'êtes pas en train de sous-estimer la capacité de résistance, de résilience des universalistes? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, l'avenir le dira, mais je pense qu'il faut rester attaché, sans rien lâcher, à cet universalisme daltonien. Voilà, c'est ce que nous reprochent les mouvements décoloniaux, les mouvements indigénistes. Vous pratiquez un universalisme daltonien, c'est-à-dire un universalisme qui ne voit pas les couleurs. Eh bien, je pense qu'il faut en être fier. Oui, c'est la France. Sauf que le monde, et ça c'est une évolution globale qui est indépendante des antiracistes New Look que vous fustigez, le monde dans son ensemble, et notamment cet Occident dont vous vous revendiquez, il est entre guillemets, de moins en moins daltonien, et pas seulement sous l'influence de l'extrême gauche woke américaine, mais ce sont des évolutions globales de nos sociétés. D'ailleurs, une société comme la société israélienne est de plus en plus un melting pot multiculturel, et ça n'empêche pas les gens de communier dans des valeurs communes, d'être sionistes, d'être attachés à la perpétuation de l'héritage juif. Donc vous voyez, l'articulation de l'universalisme et de la particularité est peut-être un peu moins un problème que ce que vous semblez souligner. Moi, je pense que ça doit être vu à l'aune de chaque société. C'est-à-dire que la société israélienne a un ciment qui est particulièrement
solide, c'est le judaïsme. Et on peut être, les gens sont tous juifs. D'origine irakienne ou d'origine algérienne ou polonaise. Ou d'origine russe ou polonaise, et on se reconnaît dans ce ciment qui est le judaïsme. Qui est le judaïsme, et puis la volonté de faire vivre un État juif. La France, ça n'est pas le même modèle. Et les États-Unis non plus. Nous n'avons pas un modèle multiculturel. Je pense que la fierté du modèle français, c'est justement d'être une société, on pourrait presque dire, raciste, pas antiraciste, mais sans racisme. On ne veut pas voir les couleurs, on ne veut pas voir les appartenances religieuses, on ne veut voir que des individus, des citoyens. La République française est une et indivisible, et c'est sa spécificité. On peut peut-être trouver que ça n'est pas du goût de tout le monde, mais à ce moment-là, il ne faut pas venir en France. La France, c'est ça. On n'affiche pas de façon ostensible son appartenance raciale ou religieuse. Alors, Rokhaya Diallo, donc on va dire, c'est la partie émergée d'un iceberg qui serait une sorte de dérive des continents au sein de l'anti-racisme. Si on historicise un peu le propos, vous vous adressez à elle et c'est tout à fait brillant, mais qu'est-ce qui s'est passé justement, pour revenir à ma première question, à ma deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé selon vous, Cyril Benassar, depuis 30 ans? Que s'est-il passé pour qu'il y ait aujourd'hui, dans des franges entières de la gauche, la cristallisation d'un antiracisme qui n'est pas universaliste et qui est très peu républicain? Alors, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs facteurs. On peut pas éviter la raison électorale. C'est-à-dire que les partis de gauche regardent la population, les milieux populaires. Alors là, vous pensez par exemple, Cyril Benassar, à l'évidence, à un responsable public que nous avons souvent l'occasion d'ailleurs de critiquer, qui est par ailleurs un universaliste sur un plan personnel, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais qui joue une carte qui est différentialiste. Qui joue une carte, oui. Joue une carte, mais en même temps, il y a pas, on n'est pas simplement dans de la stratégie électoraliste et politique. Il y a aussi un mouvement de fond, effectivement, qui vient des États-Unis, parce que les modes viennent des États-Unis. Ça, ces histoires de racisme systémique, par exemple, ou de privilèges blancs, ça vient des campus américains. On va décomposer parce que, oui, justement, vous sollicitez, c'est très intéressant, vous sollicitez des concepts à la mode, qui viennent, c'est vrai, des campus américains et anglo-saxons plus largement. Qu'est-ce que c'est l'idée d'un racisme systémique? C'est quoi? Un racisme systémique, alors c'est l'idée qu'il y aurait en France, puisque c'est la France qui est accusée de ça, mais pas seulement, ça vient des États-Unis et c'était un concept opérant, semble-t-il, aux États-Unis, mais qui ne repose sur aucune réalité française et qui essaierait d'expliquer la répartition des rôles économiques, par exemple, par des ressorts racistes, l'attribution des logements, un certain nombre d'accès aux bonnes places dans les sociétés serait bloqué par un fond raciste. Sauf qu'une association qui n'est pas soupçonnable, justement, de dérives différentialistes, comme SOS Racisme, qui depuis de nombreuses années a pratiqué des testings, montre que, par exemple, vous voulez louer un appartement, si vous vous appelez Lacroix, ça va être plus facile que si vous vous appelez Boutelja. C'est comme ça, c'est la réalité. Vous voyez, et donc ça, qu'est-ce que vous faites de ces données avancées par ces associations antiracistes? Écoutez, ces données, moi, je les relativise beaucoup parce que mon expérience personnelle, professionnelle, ma façon d'en parler aux gens depuis très longtemps, m'amène à la conclusion suivante. Et pas seulement moi, mais les gens qui travaillent dans les cabinets de recrutement, par exemple, vous l'expliquent, ça n'est pas le nom qui est discriminant. Ça n'est plus le nom. Le nom, tout le monde s'en fout, c'est le prénom. C'est-à-dire que si vous vous appelez Michel Belkacem, vous n'avez aucun problème. Si vous vous appelez Mohamed Belkacem, vous en avez davantage. Mais ça n'est pas une question raciste. Le prénom, c'est un signe, on pourrait dire, d'un point de vue de certains patrons qui cherchent à embaucher quelqu'un ou de loueurs qui cherchent à louer un appartement, que c'est peut-être le signe d'un défaut d'assimilation. Alors, je vous ai entendu. C'est juste un principe de précaution, mais c'est ça qui joue. Comme on est sur la radio juive, la principale radio juive française, c'est intéressant de vous questionner là-dessus. Je vous ai entendu en parler d'ailleurs. C'est vrai qu'à l'exemple de l'intégration progressive à la société française du judaïsme maghrébin, ça a concerné l'Algérie, bien sûr, au premier chef, mais aussi le Maroc et la Tunisie. Vous aviez noté, et c'est vrai, vous êtes vous-même d'ailleurs issu d'une famille juive, fils de pied noir. Voilà, que à partir de l'obtention de la nationalité française, puis ensuite le XXe siècle, beaucoup de familles juives ont choisi d'appeler leurs enfants Cyril ou Alain et pas Chaim ou Moshe. Donc il y a eu une francisation des prénoms qui, selon vous, était le signe d'une volonté d'intégration pleine et entière à la société française, à la métropole, on va dire, à la culture de la métropole. Et donc c'est ce que vous recommanderiez aujourd'hui
à ceux qui viennent de culture africaine et musulmane? Écoutez, c'est ce que je leur recommande s'ils se plaignent. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire ce qu'on a commencé à dire aux immigrés qui arrivaient en France dans les années 80, faites comme chez vous. Vivez vos différences, faites comme en France comme chez vous. Seulement, au bout d'un moment, on se rend compte que les gens qui affichent un peu trop ostensiblement leurs différences ne sont pas favorisés par rapport à ceux qui s'assimilent, c'est-à-dire qui deviennent français comme les autres, comme ceux qui étaient là avant eux. Ils sont peut-être victimes d'un peu plus de discrimination, mais quand on regarde les études, en réalité, c'est assez faible. Les critères sont nombreux pour embaucher quelqu'un ou pour ou pour louer un appartement, et ça intervient de façon très faible parmi des tas d'autres critères. Mais je veux dire qu'on a le droit de venir et de vivre sa différence. Mais il ne faut pas venir se plaindre si on n'inspire pas confiance à un patron ou à un lord d'appartement parce qu'on s'appelle Mohamed ou parce qu'on s'appelle Fatima plutôt que Fabrice ou je ne sais quoi. Alors, c'est aussi simple que ça. Il y a un autre et concept. Ça n'est même pas un jugement moral que je porte, c'est comme ça que ça marche. Il y a un principe de précaution qui s'applique quand on veut louer un appartement ou quand on veut trouver un collaborateur pour un travail. Et ce principe de précaution élimine tout ce qui pourrait poser problème. Alors évidemment, a priori, Mohamed, ça n'est... Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit la garantie qu'on aura des problèmes. Mais a priori, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a mis suffisamment de distance entre lui et le dogme de sa religion pour pouvoir inspirer confiance. Et c'est là-dessus que ça se joue. C'est-à-dire que le même, qui avait le même nom de famille, mais qui a un prénom français, inspirera plus confiance sur l'éducation qu'il aura reçue, la façon dont il aura été plus facilement assimilé que l'autre. Alors, si El Benassar, votre plaidoyer est tout à fait clair, et d'ailleurs... en grande partie sans doute convaincant. L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur, c'est donc aux éditions Mordicus en collaboration avec le magazine Causeur. Il y a un autre concept qui est dans votre viseur conceptuel, théorique, c'est le concept de privilège blanc. Il est vrai que c'est un concept, évidemment, dont la traçabilité remonte à l'extrême gauche américaine. C'est la tâche de Philippe Roth, tout ça, on est d'accord. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas aussi, si on ouvre les yeux sur la société française, ce que Manuel Valls avait appelé, quand il était Premier ministre, un apartheid social et territorial qui, au fond, est l'équivalent de ce privilège blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous habitez Gagny et que vous êtes originaire d'une famille du Sahara, c'est quand même plus difficile de décrocher des bons jobs. Ça, c'est une réalité. Et le nier n'est peut-être pas faire avancer la cause de l'antiracisme. Oui, mais si certaines banlieues ont une réputation épouvantable, ça n'est pas parce que il y aurait des lois raciales en France qui banniraient certaines populations. Personne ne parle de loi raciale. Même, il n'y a même pas de pratique qui bannirait certaines populations et qui les cantonnerait à certaines banlieues. En réalité, si les gens qui viennent de ces quartiers ont mauvaise réputation, c'est parce qu'il y a une sécession culturelle. Mais la sécession culturelle, ça n'est pas un rejet du corps historique français vis-à-vis de ces nouveaux arrivants qui n'auraient pas la même couleur qu'eux. C'est l'inverse. Ce sont des gens qui arrivent et qui disent « Nous ne voulons pas devenir français. Alors, nous assimilons pas. Nous sommes d'abord musulmans. » La ligne d'association universaliste, comme SOS Racisme, comme la LICRA, c'est aussi de s'interroger par rapport à ces phénomènes de relégation sociale et territoriale, c'est aussi de s'interroger sur le danger de votre discours, on va dire, de celui que vous portez avec d'autres, qui au fond d'essentialiser ces populations, c'est-à-dire il y a 10%, il y a 15% de gens qui se comportent pas bien, qui sont éventuellement des délinquants, des gangsters, et puis on généralise et l'ensemble de ces familles se voit stigmatisé. Est-ce qu'il n'y a pas du vrai dans ce reproche ? Oui, non mais forcément, sauf que ça n'est pas moi qui essentialise, c'est l'ensemble de la société. Enfin, je veux dire, ce sont les patrons ou les loueurs d'appartements à qui on reproche d'être discriminants qui peut-être essentialisent. Moi, je n'essentialise pas. Je dis que la sécession qui s'opère, la fracture, les clivages qui apparaissent dans notre société ne sont pas du tout basés sur des critères d'appartenance, qu'ils soient raciales ou religieux, mais sur des critères culturels, de sécession culturelle. Ce sont des gens qui font sécession. Maintenant, pour en revenir au privilège blanc, je trouve ça très intéressant que vous alliez chercher la tâche de Philippe Roth, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un exemple américain pour trouver une illustration de privilège blanc. Pour ceux qui l'auraient pas lu, c'est un grand roman des années de la dernière décennie de l'existence de Philippe Roth. Résumé, faites un pitch pour nos auditeurs. C'est un professeur d'université américain, américain, qu'il arrive mes aventures pour avoir fait une blague
sur un jeu de mots qui aurait pu être considéré comme raciste, en parlant d'élèves qu'ils n'avaient jamais vus, donc dont ils ne savaient même pas qu'ils étaient noirs. Ça a été le bannissement, l'exclusion, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qui se passe dans les universités, et pas seulement dans les universités, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Pour un mot de travers, votre vie est foutue en l'air, on va chercher ce que vous avez dit. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que le personnage, c'était un noir qui s'ignorait, un noir qui se pensait blanc et qui avait fini par se persuader qu'il était blanc parce que le privilège blanc permettait d'échapper à certaines discriminations. Mais ça, c'est un exemple américain. Moi, je pense à un article de Pascal Bruckner, paru récemment dans Le Point, dans lequel il cite des écrivains américains noirs qui arrivent en France et qui disent « Ah, quel beau pays, ici je ne suis pas noir. » C'est-à-dire, je ne suis pas vu comme noir, je suis un individu à part entière. On me dit « Bonjour monsieur », comme on dirait à un blanc, sur le même ton, et on me regarde de la même façon. Et c'est ça la France. C'est ça que beaucoup d'Américains viennent chercher en France. Il y a des musiciens de jazz qui disent ça depuis toujours. Je me souviens de Sidney Bechet, arrivé en France. Ils sont ravis de voir qu'ils peuvent s'attabler avec des femmes blanches, les draguer, boire des coups dans des bars, et que ça ne pose aucun problème et que ça ne fait pas scandale. Alors, donc quand on vient nous aller chercher un concept américain et qu'on le plaque sur la réalité française qui est totalement autre, c'est une arnaque. Alors, c'était mieux avant. Bon, peut-être, d'accord. C'est très intéressant, Cyril Benassar. Néanmoins, un exemple. Il y a eu une polémique, vous l'avez d'ailleurs évoqué récemment, autour d'une émission de télévision historique des années 80-90, qui était l'émission Pyramide. Oui. Et dans cette émission, il y avait une chroniqueuse qui s'appelait Pépita et qui était une sorte de, j'allais dire, de caricature, de représentation traditionnelle et un peu condescendante de l'africanité. Franchement, vous trouvez ça bien que dans la télévision publique française, il y ait eu, parce que maintenant c'est fini, oui. Ce type de caricature? Est-ce que c'est défendable? Non. Ce qui est... En réalité, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Évidemment, je suis content que ça ait changé. Je suis content qu'aujourd'hui... C'est important de le dire. Parce qu'on a reçu une importante population de Français noirs, eh bien, on tient compte de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le noir n'est plus exotique. Le noir fait partie de la population française comme d'autres couleurs. Avant, eh ben, on fait de l'anachronisme quand on applique les valeurs d'aujourd'hui à celles d'hier. Avant, c'était moins choquant. Et d'ailleurs, Pépita le dit elle-même. Je veux dire qu'on peut remonter aussi loin qu'on peut, on trouvera de plus en plus de racisme parce que le noir, c'était africain, c'était exotique, ça n'était pas... Cyril Benassar, c'est passionnant. Malheureusement, le temps nous est compté. Vous finissez votre livre, votre charge, en disant « Ma sœur, Rokhaya Diallo, ma sœur ». C'est quoi que le ciment, malgré les différends que vous partagez, le ciment de fraternité française que vous partagez avec Rokhaya Diallo, j'allais dire malgré tout. Oui, ben je la rappelle à un peu de fraternité. C'est-à-dire, je lui reproche dans ses discours et dans un article qui a été le point de départ de ce livre auquel je réponds, d'avoir assez peu de gratitude et assez peu de reconnaissance pour ce qu'est la République française. Et je lui oppose les devises françaises qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. La fraternité. Dans son discours, je ne sens aucune fraternité. Elle veut nous imposer un clivage, une fracture, une séparation en France entre les blancs et les non-blancs. Je trouve que c'était une imposture. Nous sommes tous frères, non pas par la couleur de notre peau ou par nos appartenances religieuses, mais c'est parce que nous sommes tous français. Et c'est pour ça que je l'appelle ma sœur, non pas ma sœur de sang, mais ma sœur de France. Merci beaucoup, Cyril Benassar, d'avoir fait un tour par Radio J. C'était très intéressant. L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. Réponse à Rokhaya Diallo, c'est aux éditions Mordicus avec le magazine Causeur, avec une préface de notre amie Elisabeth Lévy. À très bientôt et Shabbat Shalom. Merci de m'avoir invité.